Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Life Talk. Life Talk, le premier show du monde associatif qui est porté par l'ONG Life. L'ONG Life qui existe maintenant depuis 2009, qui agit dans plus de 25 pays en menant des actions concrètes et durables. Et l'ONG Life qui agit sur 4 volets essentiels, la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'éducation et la protection de l'environnement. Je rappelle que vous avez la possibilité de faire des dons via le lien qui est en description. N'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à mener ces actions concrètes et à donner votre avis sur le sujet du jour dans les commentaires. Le sujet du jour, justement, ce sera le sport. On va explorer ensemble le rôle du sport en tant que moyen de retransmission de convictions sociales. On sait que le sport a souvent été perçu comme un vecteur d'inclusion, un outil qui permet de rassembler des communautés et de porter des valeurs de solidarité. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il joue un rôle fondamental dans la construction d'une société plus juste et égalitaire? Pour en discuter, on va accueillir des invités, mais juste avant de les accueillir, générique. Les amis, on se retrouve avec nos invités en plateau. Je vais vous les présenter, mais avant, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que je sais déjà que vous allez l'apprécier, à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs de ce sujet. On va prendre tous vos avis et je vais venir répondre d'ailleurs un peu dans les commentaires avec Life. On est avec plusieurs invités, merci à vous d'être là. On est avec Fatia Benmessael, comment tu vas? Ça va très bien, je suis très contente d'être ici. Nous aussi, on est ravis de t'accueillir. Alors, Fatia, donc toi, c'est la boxe. Moi, c'est la boxe. La boxe, tu as commencé à quel âge? À 15 ans. À 15 ans. On m'a dit que depuis, plein de médailles. Il y a eu 2017, Sofia. Il y a eu 2019. Il y a eu New Delhi. Il y a eu plein de médailles. Et la boxe maintenant pour toi? Là, j'ai décidé d'arrêter Ok. pour me concentrer sur ma carrière et sur le monde associatif aussi également. Et tout ce que j'ai pu apprendre dans le sport, le remettre et le redonner. Ta carrière, aujourd'hui, tu es ingénieur, c'est ça? C'est ça, je suis ingénieur chez Atos. Ok. Et voilà, je veux Ok. Et développer. tu représentes le 9-3, la Seine-Saint-Denis. C'est ça, très C'est important pour de moi. mentionner. On est avec Aurélien Gabdou-Baroa. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Bon. Alors, toi, tu as fait ton petit parcours par des grosses boîtes, par des grosses structures, avant de fonder Bolen Connect. Il faut que tu nous en parles. Bolen Connect, c'est l'ambition de devenir le plus grand club de basketball digital au monde. En gros, c'est une application qui te permet de géolocaliser les terrains de basket, connaître la chance des joueurs, organiser des matchs et développer ton propre voyage, entre guillemets. Ça commence du terrain et ensuite, ton parcours, il se développe soit près de chez toi, soit au niveau professionnel. On m'a dit plus de 14 millions là. Il y a plus de 14,5 millions de fans Incroyable. de basketball en France. Tu as 3 millions de pratiquants. Ok, Et la problématique, c'est que des fois, sur des terrains, tu peux te trouver seul. c'est vrai. Et c'est là que, C'est relou. voilà, c'est un peu relou. Et c'est là qu'en gros, l'application, elle prend tout son sens. Impeccable. On est aussi avec Tarek El Kaoudi. Tarek, comment tu vas? Ça va très bien, Malek. Alors, Tarek, tu es le président de l'ONG Life, Exactement. mais pas que, parce que entrepreneur, chroniqueur, tu as plein de casquettes, Tarek. Exactement. Moi, à l'origine, je suis un ingénieur en informatique. Ouais. J'ai bossé dans les plus grandes entreprises du CAC 40, les plus grands ministères, etc. Et puis, j'ai voulu donner un shift à ma carrière dans les années 2010, où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai été chroniqueur sur Beurre FM. Et puis, en parallèle, j'ai participé à la fondation de Life. Et aujourd'hui, j'en suis le président. Et on est ravis de t'accueillir parce que c'est Live qui porte le Live Talk. Les amis, on l'a dit, on va parler de sport. Mais avant, pour qu'on se mette dans le bain, on va faire un petit quiz. On va préparer vos buzzers. Petit quiz, les amis, sur les grandes figures du sport engagées. Attention, j'espère que vous allez être très réactifs. Je vais vous poser les questions. Le premier qui a la réponse appuie. Vous avez un buzzer pour deux ici. Pas de triche, je vous regarde. OK. Première question. Qui est connu pour avoir levé le poing en signe de protestation contre les injustices raciales lors des Jeux Olympiques de 1968? Vous avez des propositions derrière moi. OK. Je crois que c'est moi. Fatia, dis-moi. Je vais dire Mohamed Ali. Hein. OK. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Pour les JO, Ouais. Je pense que c'est. Ah. moi, je dirais plutôt Tommy Smith et John Carlos. C'est Tommy Smith et John Carlos. Un point pour Aurélien. On va compter les points, mais c'est pour le fun, on est là pour s'amuser. OK. On va passer à la deuxième question. Quelle joueuse de tennis a été pionnière dans la lutte pour l'égalité salariale dans le sport? On a plusieurs propositions. Serena Williams, Martina Navratilova, Billie Jean King ou Steffi Graf. Aurélien à la main.
Steffi Graf. Ok, quelqu'un d'autre a une propale? Non. C'était Billie Jean King, Ok. joueuse de Inconnu. tennis, qui a donc été pionnière dans la lutte pour l'égalité salariale dans le sport. Troisième et dernière question, quel footballeur français a récemment mené une campagne contre la pauvreté et l'exclusion sociale en utilisant sa notoriété pour sensibiliser le public et collecter des fonds? Réponse A, Antoine Griezmann. Réponse B, Kylian Mbappé. Réponse C, Karim Benzema. Réponse D, Olivier Giroud. Ça m'a pas marqué en tout cas. J'ai pas entendu parler, Moi non je plus. vais tenter Aurélien? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, bonne réponse. Kylian Mbappé qui, avec sa fondation notamment, Félicitations, hein. mène des campagnes. Mais en réalité, tous les autres joueurs aussi sont un peu impliqués. On sait qu'il y avait une fondation qui avait été fondée avec les champions 2018. Et je sais qu'ils font beaucoup d'actions aussi dans ce sens. On va commencer, les amis, avec notre discussion. On va parler du sport, de l'inclusion sociale, des valeurs du sport dans la société. Le sport, il est souvent perçu et présenté comme un vecteur d'inclusion sociale. On dit qu'il rassemble les individus, qu'ils soient de tel ou tel milieu, de telle ou telle culture, de telle ou telle croyance, tant que c'est autour d'une passion commune. On le voit, il y a des événements internationaux, on l'a vu là au JO, on a vu la ferveur que ça peut engendrer, la célébration aussi que ça peut déclencher. Mais est-ce que c'est réellement un vecteur d'inclusion sociale? Si je te dis, Aurélien, le sport est vecteur d'inclusion sociale, tu me dis réalité ou utopie? Réalité. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, en tout cas déjà rien que par rapport à mon parcours, je pense que le sport a vraiment m'a permis d'accéder à plein de choses. Je pense que par exemple le basketball, pour moi, ça m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles. Voilà, ça me permet au quotidien, notamment dans mon activité, voilà, de développer des choses. Donc effectivement, je pense que ça crée de l'inclusion parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Tarek, quand tu fais du sport, bah, tu mets de côté ton ascension sociale. Voilà, il y a vraiment une sorte de balance d'équilibre quand tu fais du sport. Et donc, ouais, j'estime que c'est un moyen de s'inclure socialement. Fatia, de ton côté, est-ce que tu dirais que le sport peut permettre d'avoir un sentiment, tu sais, d'appartenance à une communauté, notamment dans les quartiers populaires? Est-ce qu'on est fier de dire qu'on est boxeur, judoka, footballeur? Je pense que oui, c'est une réelle fierté, ça crée une famille et ça permet aussi surtout de se faire reconnaître par les autres, parce qu'on n'est pas forcément fort à l'école, on n'a pas forcément les moyens d'entreprendre des études ou d'autres projets. Et le fait, dans le sport, bah, n'importe qui peut faire du sport et peut réussir. C'est ça qui est magique dans le sport. Et je pense que le fait de rentrer dans un club, aussi bien un sport co qu'un sport individuel, comme la boxe, on appartient à un groupe et ce groupe-là, il peut nous propulser très loin. Et je pense que ouais, le sport, on néglige beaucoup en France, mais c'est moteur de beaucoup de choses. Tu dirais que tu as rencontré une famille, toi, avec la boxe? Ouais, complètement. Complètement. Aujourd'hui, je mange boxe, je vis boxe. Enfin, et puis, c'est une communauté aussi à l'international. Oui. On connaît plein de gens de plein de milieux différents parce qu'en fonction des pays, bah, en France, c'est un sport populaire, mais dans d'autres pays, c'est un sport un peu plus élitiste. Donc, ça permet de toucher un peu à toutes les classes sociales et c'est une vraie richesse. Tarek, toi, de ton côté, j'ai parlé là des JO parce que c'est le dernier grand événement là qu'on a connu en France, mais on peut parler des Coupes du Monde, des championnats du monde dans tel ou tel sport. Est-ce que tu penses que ça peut être un moyen de véhiculer des valeurs sociales? Mais carrément et complètement. Le sport aujourd'hui, quand tu regardes ce que c'est le sport, c'est un dépassement de soi, c'est de la compétition, c'est de la discipline. On apprend plein de choses à travers le sport. Et souvent, quand on voit un petit peu les réussites, je dirais qu'il est vecteur de réussite sociale, il est vecteur de quelque chose qui peut nous porter, qui peut nous emmener vers l'avant, mais il est aussi porteur de valeurs, on va dire, intrinsèques qu'on retrouve dans toute la société en réalité. Toutes les personnes qui se sont lancées dans le sport ne vont pas forcément réussir à avoir une carrière sportive internationale, de championnat, etc. Mais tout ce qu'ils vont puiser dedans, ça va leur permettre d'aller au bout des choses, de se donner de la discipline, d'aller au fond des choses, etc., etc. Et pour ceux qui y arrivent et qui arrivent à atteindre le sommet, d'avoir décroché des médailles, des championnats et autres, eh bien, en effet, c'est aussi une revanche sur la vie. C'est un moyen en tout cas de s'inclure dans la société et de promouvoir tout ça. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais je pourrais aussi vous dire que
que le sport divise. On a vu des bagarres entre supporters, il y a le hooliganisme. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que le sport peut aussi être un moyen de diviser? Alors, c'est vrai que la question, comment elle a été posée tout à l'heure à nos invités, c'est vrai qu'il y a le côté positif, mais il y a toujours le revers de la médaille. Il y a toujours, on n'est pas dans un angélisme Mhm. où le sport, c'est la solution par laquelle tout le monde peut s'en sortir. On voit qu'il y a des destins extraordinaires qui ont pu puiser des ressources dans le sport pour pouvoir s'en sortir et devenir, en tout cas, les meilleurs. Mais en effet, c'est aussi source de division. Quand on se chamaille ou les supporters s'invectivent ou autre, ou alors on voit aussi la comédie entre les boxeurs avant les combats, etc., etc. En effet, ça peut diviser. Mais on sait que c'est un côté aussi marketing, c'est un côté aussi la manière d'être derrière quelqu'un, d'avoir une appartenance à une famille, à une communauté. De la division dans le basket, Aurélien? Bien sûr, comme dans tout sport, voilà, on peut ne pas avoir le même avis, la même volonté et la même vision du sujet. Donc, effectivement, il y a de la division partout. De toute façon, où il y a de la concurrence, il y a une C'est certaine vrai. division. Et après, derrière, quand tu parlais de hooliganisme, Mm. bah, en gros, c'est les, on va dire les aléas, en fait, les vices de chaque verticale. Et notamment, le sport a aussi ses problématiques comme peuvent l'avoir d'autres verticales comme l'éducation, comme le monde professionnel, comme la politique, etc. Donc, effectivement, il y a toujours des biais et des aléas dans tout ce qu'on met en place. Fazia, tu dirais que on parle souvent de la boxe comme un sport qui porte des valeurs. Tu vois, on dit les boxeurs, ils ont des principes. C'est d'ailleurs avec les judokas, on leur apprend même presque un code de l'honneur en plus du savoir-faire sportif. Est-ce que tu dirais que ça permet justement de limiter un petit peu les divisions dans la boxe? Je pense que oui, ça joue beaucoup parce que on va dire un vrai boxeur, quelqu'un qui est vraiment professionnel, il va savoir mettre de côté, on va dire ses appartenances, enfin mettre, on va dire ce qui pourrait contrarier. Mais après, la réalité, c'est que le sport, c'est beau, il y a des victoires, etc. Mais il y a beaucoup de corruption. On dit que c'est pas politique, mais c'est très politique. Et un sport comme la boxe, c'est très difficile et ça fait que souvent il y a des problèmes, c'est que les décisions, c'est des humains qui les prennent, des humains qui peuvent être orientés en fonction d'un pays. Je sais que, par exemple, la France, c'est un pays qui n'est pas du tout favorisé, Ouais. voire même l'inverse à l'international. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de choses qui peut faire perdre le fil, en fait, et qu'il peut y avoir des débordements. Et puis même, certains pays ne s'entendent pas du tout, ne peuvent pas être au même endroit. Je sais qu'il y a eu des problèmes, notamment avec les judokas qui ne voulaient pas Mm. affronter certains pays. Ça, c'est quelque chose qui est réel, qui est présent dans le sport. On n'est pas là pour dire que le sport, c'est tout beau, tout Je rose. suis d'accord avec Loin toi. de là. Faut... Non, mais on est là pour dire la Ça vérité, aide, hein. C'est le ça but. aide, mais ça réussit pas à tout le monde et c'est pas fait pour tout le monde. Et Toi, ça, tu as subi des décisions parce que française à l'international? oui, 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 oui. Après, ça fait partie de la chose. Après, moi, le truc surtout que j'ai vraiment mal vécu, c'était que j'avais fait une compétition en Algérie. Oui. Je suis franco-algérienne. Ok. Moi, j'étais très fière. Sauf que, bah non. J'étais une traître. T'étais fier, Voilà. mais pas tout le monde était fier. Voilà. Ah, Du ok. coup, ça, c'est quelque chose qui peut être difficile parce qu'on a une Ouais. identité qui est unique et qui peut être entre plusieurs pays. Et c'est vrai que c'est difficile d'être jugé et d'être réprimé pour ce qu'on est et pour ce qu'on représente. Parce que oui, je suis algérienne et oui, je suis française, mais je suis autre chose aussi. Je suis bien plus que ça. Et en fait, le problème, c'est que dans le sport, on va avoir tendance à dire j'aime pas l'équipe de France, j'aime pas telle boxeuse, mais sans connaître la personne. Et c'est vrai que ce distinguo, il est difficile. À te définir par la nation, l'origine. C'est ça. Je suis une boxeuse, mais je suis pas qu'une Bien boxeuse. Je sûr, suis plein bien d'autres sûr. choses. On est d'accord. C'est ça qui est dur. Je suis content parce qu'on rentre déjà dans l'objectif de Live Talk. On n'est pas là pour montrer que les bons côtés. On est là pour parler de tous les sujets et on va continuer. On va parler des inégalités dans le sport. En France, il y a notamment un sujet qui fait débat à chaque fois, c'est le port du voile pour les athlètes. On sait que c'est un sujet qui est particulièrement sensible parce que certaines fédérations sont soumises à certaines règles, ont établi certaines règles. Certains aussi portent la laïcité comme raison pour empêcher certaines femmes de porter le voile dans leur sport. Et ça soulève du coup des questions sur la liberté individuelle, sur l'inclusion des femmes et sur les obstacles qu'elles peuvent rencontrer, des obstacles supplémentaires, en plus d'être une femme, lorsqu'elles portent le voile. On pourrait donc parler
donc des minorités ethniques, mais pas seulement, des personnes en situation de handicap qui sont confrontées à ces barrières systémiques et qui n'ont malheureusement pas les mêmes opportunités sportives que des personnes valides. Euh, on dit que le sport aussi est égalitaire. Est-ce qu'on ment quand on dit ça, Tarek? Alors, il est égalitaire, oui, parce d'une certaine manière, en fait, le tableau, il est jamais c'est ni blanc ni noir, en fait. C'est-à-dire que quand on rentre sur un terrain de foot, que ce soit milieu professionnel ou amateur, etc., quand tu rentres sur le terrain de foot ou sur n'importe quel terrain de basket ou autre, tu laisses de côté ta religion, ton milieu social, ta richesse, etc. Ce qui va compter, en effet, c'est la paire de pompes que tu vas avoir, c'est le ballon que tu vas avoir sur le terrain, c'est la tactique et c'est l'entraînement que tu as pu avoir. Et là-dessus, oui, en effet, c'est égalitaire. Maintenant, après, Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles, ton origine, il y a des obstacles, il y a la langue, il y a des obstacles, Le genre. etc., etc. Et tu peux être moqué pour n'importe quel, etc. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, on le voit, ça se démocratise beaucoup plus. Fatia pourra nous en parler, mais la boxe, il y a quelques années, je pense, on revient en arrière, je pense qu'une nana qui est rentrée dans un club de sport pour aller faire de la boxe, elle était regardée de travers parce qu'il y a que des garçons. Moi, j'ai ma nièce aujourd'hui qui fait de la boxe et elle s'entraîne 2 jours par semaine, un jour avec les garçons, un jour c'est que les filles. Et elle me dit, c'est vrai que aujourd'hui, on voit que les mentalités elles changent. Parce qu'aujourd'hui, elle s'entraîne avec des garçons et elle cogne des garçons et ça lui fait du bien. Fatia, toi, tu dirais qu'il y a des obstacles parce que femme, parce que minorité, parce que situation de handicap? Oui, oui, il y a beaucoup d'obstacles. Pour la boxe, qui est un sport, on va dire, dit masculin, Mhm. on a avancé, mais on en est encore loin. Mais du fait qu'avant, c'était pire, on a tendance à dire que là, c'est bien, mais non. Il y a énormément de différences, rien que dans les traitements des équipes de France, hommes et femmes, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même implication. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et pour revenir sur le sujet du voile, pour moi, c'est hypocrite parce que je sais que, par exemple, la Fédération internationale de boxe, c'est autorisé. On peut boxer avec un legging, etc., couverte. Et c'est le cas dans plein de pays, et pas forcément des pays musulmans. Je pense notamment à une Allemande ou à une Australienne. Et en France, c'est interdit. Pourquoi? Voilà, on sait très bien pourquoi. Mais ça, pour moi, je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça met de côté une partie de la population, parce que cette population, elle fait partie de la France. Et c'est dommage parce que quand on arrive dans la boxe, on est tous sur le même pied, on va dire. Tout le monde peut faire de la boxe. Après, égalité, on ne peut pas parler d'égalité. Il y a des prédispositions, il y a du talent, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Mais malheureusement, on en est loin. Et honnêtement, je ne suis pas pessimiste, mais j'y crois pas. On va passer au petit jeu, au vrai ou faux. Vous avez des petites pancartes devant vous. Regardez, elles sont belles, nos pancartes. Vous avez un vrai faux. Je vais vous énoncer, je vais affirmer quelque chose et vous allez me dire si je suis un grand menteur ou si je dis vrai. Si je vous dis qu'environ 30% des entraîneurs de football en France sont des femmes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Unanimité sur le plateau. Ok, c'est faux donc. Vous avez raison, c'est 7% seulement, malheureusement. Donc là aussi, on a, même au niveau du coaching, en réalité, un chemin à faire. Si je vous dis que 50% des athlètes professionnels en France sont issus de minorités ethniques, est-ce qu'on dit vrai ou est-ce qu'on dit faux? J'ai 3 vrais, encore une fois, unanimité autour de la table. Eh bien, c'est faux. C'est faux, ce n'est que 30%. Ok. Ouais, on est là T'as pour vu vous les apprendre idées des trucs. reçues? Ouais. On apprend des choses dans Life Talk, hein, vous ne repartirez pas comme ça. Si je vous dis les jeunes des quartiers populaires sont 2 fois moins susceptibles de rejoindre un club sportif que ceux des quartiers aisés, est-ce que vous me dites vrai ou est-ce que vous me dites faux? Encore une fois, unanimité autour de la table et vous avez raison, c'est vrai. Les personnes en situation de handicap ont plus de 50% de chances supplémentaires de rester inactives par rapport aux autres, par rapport aux personnes valides. C'est vrai, c'est 68% de chances supplémentaires, malheureusement. Et enfin, dernière affirmation, et on s'arrête ici. Si je vous dis qu'environ 20% des clubs sportifs en France proposent des tarifs réduits pour les personnes à faible revenu, ça fait partie aussi des francs, hein, le pouvoir d'achat, est-ce que vous dites vrai ou est-ce que vous dites faux? Je répète, 20% des clubs sportifs en France proposent des tarifs réduits pour les personnes à faible revenu. Vous dites vrai? Eh bien, c'est faux. C'est 12%, malheureusement, et on aimerait qu'il y en ait plus. On peut prendre aussi un fait d'égalité, pas que dans la pratique du sport, mais aussi dans les instances. Pour parler de la Fédération La Française de Boxe, on a appris là, il n'y a pas longtemps que Sarah Ouramoun, grande championne de boxe, s'est retirée
de la candidature à la présidence de la fédération de boxe parce que, notamment, elle a été la cible d'attaques sexistes, racistes. Donc, malheureusement, ça persiste même dans nos sports. Donc, je suis d'accord, ça avance, mais malheureusement, pas assez. Aurélien, est-ce que tu dirais que, pour le basket, je pense que non, mais tu me dis si je me trompe, est-ce que tu dirais qu'il y a encore des freins dans l'accession de certains sports? Non, Pas pour le basket en l'occurrence, mais pour d'autres mais, sports. mais en fait, il y a aussi un frein sur le basket. Ok. Et nous, avec Ball Connect, nous, on prend position sur ces sujets-là. Notamment, tu as une association qui s'appelle les IGA Buzz, qui Oui. est une association justement qui prône l'émancipation des femmes par le sport. Donc, elles étaient autour du football, mais aussi autour du basketball. Et il y a aussi une interdiction du voile sur les terrains de basket. Et nous, on est contre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'événements, de tournois de basket où justement, il y a justement des tournois où les femmes ont le droit d'être voilées. Voilà, parce qu'en fait, nous, l'ambition, c'est qu'elles pratiquent. C'est pas effectivement. Parce qu'effectivement, le sport véhicule énormément de messages. Et voilà. Et en fait, quand ça devient politisé, quand il y a une verticale, une notion de business qui rentre en jeu, effectivement, c'est là qu'il y a, en fait, il y a les inégalités, elles arrivent. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement, il y a un gros sujet sur ça où il faut prendre position et il faut montrer l'exemple pour que, en gros, ces inégalités elles deviennent la normalité. Donc voilà, nous, on intègre justement des tournois handi basket, voilà, donc justement des tournois féminins qu'on appelle les Lady Boss. C'est pas pour rien parce qu'en fait, on estime que effectivement, les femmes, elles ont leur place. C'est le premier sport collectif féminin en France, le basket. Donc, tu as un message qui est véhiculé et tu peux pas mettre de côté certaines femmes sur ces sujets-là. Il faut prendre position pour enlever ces inégalités. Certaines fédérations prennent comme excuse et comme justification la laïcité pour mettre ces interdictions-là. En réalité, on voit que c'est une laïcité qui est dévoyée, que la laïcité, en réalité, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait, là je parle de croyances religieuses, de genre ou de classe sociale, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là comme solution? L'idée, c'est qu'on ressorte aussi, qu'on réfléchisse ensemble pour lever un petit peu ces barrières. Une des solutions, ce serait que tout le monde soit logé à la même enseigne. Je vois qu'aujourd'hui, il y a plein, si tu veux, aujourd'hui, il y a plein de sujets qui sont mis là-bas sur le terrain ou dans le débat politique pour inclure le genre, inclure, etc., etc. Aujourd'hui, on combat l'homophobie, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudrait combattre le fait de ne pas laisser la chance à toutes ces filles qui veulent s'investir dans le sport à très haut niveau parce qu'elles ont un voile sur la tête. Il faut dire les mots. Il faut combattre aussi l'islamophobie, quoi. C'est-à-dire que voilà, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, il faut que, en tout cas, tous les débats par rapport à des racismes latents, ils doivent être combattus au même titre. Et c'est ça qu'il faut arriver à briser. Tu parlais notamment Sarah Ouamoun. Oui. Clairement, c'est un exemple via ses actions, via tout ce qu'elle met en place. Dans le sport et en dehors. Dans le sport et en dehors. Voilà, elle a de fortes responsabilités. Et normalement, sa place, elle devait être légitime. Et on ne peut pas accepter qu'elle reçoive qu'on l'insulte sur les réseaux, des choses comme ça, pour pas qu'elle puisse accéder à ce type de poste. Tu vois. Il y a des sports qui ne sont pas vraiment accessibles pour certaines classes sociales, notamment. On parle des fois du tennis, d'ailleurs. Moi, je prends un exemple. Quand je travaillais à la mairie de Sarcelles, à l'époque, il y avait des parents d'une jeune championne qui était venue me voir parce qu'en réalité, ça coûtait très cher de permettre à leur jeune fille de poursuivre sa carrière alors qu'elle avait énormément de talent. Est-ce qu'il y a des sports comme ça où il y a des freins? Et si oui, comment on lève les freins, Fatia? Pour moi, il y a énormément de sports où il y a des freins et on le voit directement à la tête des différentes équipes de France. Ce n'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes, tout le monde ne provient pas des mêmes milieux sociaux. Et moi, je pense que le problème, justement, c'est qu'en France, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis sur le sport. On est là à débattre de telle personne qui porte un foulard, telle personne qui ne veut pas faire ci, qui ne veut pas faire ça, alors qu'il y a un vrai problème
de moyens financiers, parce que oui, le sport, ça permet plein de choses. Oui, n'importe qui peut en faire. Bah, par exemple, des sports comme le basket, la boxe, Mm. etc. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour y arriver, mais il y a des sports qui sont beaucoup moins accessibles, comme le tennis. Je pense même au patinage artistique, des Ouais. sports comme ça, qui font rêver les jeunes, mais qui osent même pas en rêver parce qu'ils se disent ça dans tous les cas je pourrais pas, et je pense qu'il y a besoin de mettre des aides, de faire en sorte que ce soit plus accessible. Je sais que par exemple il y a des pages jeunes, Mm. il y a plein de moyens qui ont été mis notamment par la région Île-de-France pour permettre d'aider au financement de la licence, mais il n'y a pas que ça, il y a le matériel, il y a aussi les déplacements parce qu'il n'y a pas certains clubs dans toutes les villes. Ouais. Je pense par exemple au CC Foot. J'ai Oui. un ami, Yvan Wonji, qui est joueur et il est à Bondy, mais c'est le seul club. Il y a 2 clubs en Île-de-France. Ça veut dire les gens viennent de loin et c'est un moyen de se déplacer, etc. Et tout ça, c'est des choses où il y a un manque de moyens, un manque d'investissement de l'État. Et je pense que des fois, au lieu de s'intéresser au foulard, à l'abaya ou je ne sais quoi, il faudrait un peu se recentrer sur le sport et voir les possibilités que ça amène. J'ai 2 questions. Est-ce que tu penses que ce sont des sports élitistes et qui, du coup, mettent une barrière à certaines catégories sociales? Ou alors, il y a aussi certaines croyances de certaines personnes de se dire, bon, en vrai, c'est pas ma place, j'y vais pas. Non, il y a beaucoup de croyances parce que moi, je fais souvent les forums des associations où Ouais. les parents viennent avec leurs enfants. Et moi, j'essaye vraiment d'être au stand boxe parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Et parfois, j'entends des petites filles qui disent à leur maman, je veux faire de la boxe. Et les parents ils disent, non, non, ça, c'est pas pour les filles. Pour ton frère, si tu veux. Et en fait, on se rend compte que c'est tellement des choses qui ont été véhiculées par la société depuis des années que bah, les parents et même les enfants eux-mêmes, ils vont se mettre ces bâtons dans les roues de se dire, Mhm. c'est pas possible, alors que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Ouais, en fait, il y a un mix de croyances limitantes et il y a un mix aussi de la place du sport dans la société en France. Et effectivement, pour lever les barrières, comme tu le disais, comme Fatia le disait, aujourd'hui, il faut montrer que c'est possible. C'est pour ça que nous, par exemple, on fait des tournois de basket féminin dehors pour que tu vois, d'autres jeunes filles elles puissent voir que c'est possible d'aller Soit jouer sur visible. sur des terrains de basket parce que 95% des terrains extérieurs ils sont utilisés par des hommes. Voilà, et si en fait elles ne voient pas que c'est possible, elles vont pas le faire. Et pareil pour la boxe. Heureusement qu'il y a des érigéries comme Fatia ou Sarah Ouramoun sur ces sujets-là. Et ça pousse d'autres jeunes filles à s'y mettre et à lever cette barrière. Voilà, donc il y a tout ça à mettre en place. Et aussi aux institutions aussi de mettre beaucoup plus de moyens dans le sport parce qu'aujourd'hui, effectivement, le sport, hormis les grands événements comme les JO, effectivement, il y a des freins. Tu vois, Quand certains disent la France, c'est un pays de sport, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça fait débat à chaque fois. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette fameuse image, il y avait Florent Manodou et en face Kev Adams. ouais. Kev Adams qui disait non mais la France c'est un pays de sport, on a des moyens, on a des champions. Et Florent Manodou qui disait bon en vrai non, les clubs manquent de moyens. Non, effectivement, la France, pour moi, elle a un gros gap en termes d'évolution sur sa mentalité autour du sport. Voilà, effectivement, elle crée des champions parce que tu as des entités spécifiques qui forment ces champions. Et encore, ces champions, ils ont un vrai mérite d'être arrivés à ce niveau-là parce que les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, ce n'est pas des conditions qui sont optimales. Voilà, je suis parti récemment dans une université américaine. Quand tu vois les conditions que des jeunes de 15 à 18 ans ont versus les conditions de jeunes sportifs français, athlètes français, effectivement, c'est le jour et la nuit. Donc, effectivement, il y a un gros gap pour qu'on soit vraiment une nation sportive, pas que sur les élites, Ouais. les athlètes, mais sur l'ensemble des gens qui pratiquent le sport et veulent être dans les bonnes conditions pour pouvoir. Ça passe par l'école, Fatia, on est d'accord? Ouais, moi, Kev Adams, c'est pas ton sujet, reste dans l'humour. En fait, la France, c'est définitivement pas un pays sportif. En fait, il faut différencier le talent et le sport. Parce Ok. que quand on voit des talents, on prend déjà le foot, pour moi, c'est À hors part. jeu parce que c'est un budget, c'est des sommes c'est pas comparable avec les autres sports. En fait, quand on voit, par exemple, on prend l'exemple de Léon Marchand, Oui, qui a été la star de ces Jeux. C'est où qu'il s'entraîne? Il s'entraîne aux États-Unis. c'est vrai. Et il n'y a même pas besoin d'aller aux États-Unis. On a juste à voir nos voisins anglais ou même en Allemagne. C'est pas les mêmes moyens. Et surtout, comme il disait, dans l'éducation, c'est catastrophique. Moi, quand je me suis retrouvée à la fin de mon bac, que j'ai voulu faire de grandes études, on m'a rigolé au nez. Que ce soit du côté sport ou du côté école, on m'a dit, mais il faut choisir ou il faut aller en STAPS
où il faut aller à la fac, vous aurez du temps. Non. Mais tu as réussi à le faire, preuve que c'est J'ai possible. réussi, j'ai forcé. Aujourd'hui, on a de la chance, il y a beaucoup plus d'écoles qui font des programmes ouverts aux sportifs de haut niveau, mais c'est pas comparable. Moi, quand je partais en compétition, j'emmenais mes cours, je rentrais, je rattrapais les examens. C'est pas favorisé. Alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment des programmes, c'est fait en sorte, et c'est valorisé. On peut avoir des bourses parce qu'on est sportif de haut niveau. Là, on en est loin, vraiment loin. Vous le voyez, la discussion autour du sport est en train de passionner là autour de la table, mais elle va vous passionner vous aussi. On a fait un petit micro-trottoir, on est parti dans la rue pour poser quelques questions à des gens dans la rue. On regarde ça ensemble et on en discute juste après. Alors moi je crois effectivement que le sport c'est vraiment un lieu qui peut nous réunir en dehors de nos idées, en dehors de notre social, avec cette dimension d'être avec les autres, de faire avec les autres. Ça nous permet de lâcher tous les éléments en dehors de ce que l'on est dans notre vie sociale. D'acquérir plus de confiance en moi, beaucoup de rigueur dans mon quotidien. C'est la discipline, quoi. C'est apprendre à être structuré dans son planning, dans son alimentation. Puis ça se répercute dans la vie au quotidien. Ce que ça m'a apporté, plein de choses pour être bien dans sa peau, dans sa tête. Et puis ensuite, pas mal de rencontres. Pas mal d'épanouissement psychologique, des rencontres sociales, possibilité de pouvoir brasser différents milieux sociaux. Par le biais de tout ce qui est un peu au travers de l'école et les championnats régionaux, interrégionaux, ça brasse quand même des gens différents. Alors, déjà, je suis étonné de la question parce que pour moi, il y a plein de filles qui font déjà du sport. Autour de moi, toutes les filles font du sport. Ça peut être aussi. Alors, peut-être, elles sont peut-être moins impliquées dans des clubs ou dans des assos, mais moi, autour de moi, les filles, elles s'entretiennent, j'ai envie de dire. Elles font du footing, du fitness, elles se débrouillent seules aussi. Alors, on dit toujours, c'est toujours un préalable. On dit toujours, il y a une réalité, et c'est vrai, il y a une réalité, c'est que la force physique dans la question du sport, elle y est d'entrée de jeu. On n'entraîne pas des femmes au rugby, même si elles peuvent être super costaudes et tout ça, de la même façon que les hommes. Dans les sports de combat, je sais de quoi je parle, pareil. Il y a toujours une question d'adaptation. Après, il y a vraiment une question d'éducation des éducateurs. Le problème des femmes n'est pas un problème de femmes, il est un problème humain. Ça veut dire que je suis concerné autant que les femmes sur la position des femmes, autant que les hommes peuvent être aussi avoir un problème. Donc pour moi, le sport, c'est une activité qui facilite comme toute autre chose, mais c'est un problème humain d'abord. Ça semble un petit peu plus mis à l'écart comparé aux jeux habituels. Dans la pratique, c'est toujours moins populaire, c'est comme certains sports, les femmes par rapport aux hommes. Moi, l'impression que j'en ai, c'est quand même on est plutôt sur la bonne voie. Avec Paris 2024, je pense que ça a été bien médiatisé, bien mis en avant. Peut-être bien plus que auparavant, ça c'est sûr. Donc c'est une bonne chose. Voilà, faut continuer à mettre en avant les Paralympiques, clairement. Parce que je pense que ça a ouvert les yeux aussi à pas mal de gens. Et on s'est pris au jeu aussi. On a regardé les compètes. Je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience, qu'il y a eu un impact aussi, même quand on est au boulot, quoi, on s'est mis à parler de ça, et peut-être plus généralement pas sur le handicap. C'est-à-dire que ça a été un trigger, un peu un déclencheur d'une prise de conscience, pas que dans le milieu du sport. Alors les derniers là, puisque moi je travaille auprès de publics handicapés, j'ai trouvé que il y avait vraiment un gros bond en avant, mais malgré le fait que ça soit un gros bond en avant, c'était pas encore suffisant. Alors déjà, ce qui est quand même très positif, il faut bien reconnaître qu'avec tous les passages qu'il y a eu à la télévision, on a vu quand même relativement beaucoup de choses. Si on compare à un passé récent, là c'était pléthorique, mais je trouve que c'est pas encore, il y a encore plein de choses à faire. Merci à ceux qui ont participé à ce micro-trottoir. Est-ce qu'il y a une réaction, quelque chose que vous avez entendu et qui vous fait réagir? Tarek. Ouais, moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose, quand ils ont parlé, en fait, la société, elle est encore contaminée, où on a encore des biais cognitifs qui sont erronés. Moi, je prends mon exemple. Pendant le séisme au Maroc, on s'est rendu dans les hauteurs, on a mené plein d'opérations, et il y a un moment, pour l'inauguration d'une école, en fait, on a voulu ramener des ballons dans le village pour les garçons, et puis on a acheté d'autres choses pour les filles. Bon, mea culpa, c'était une erreur. Oui. Parce que quand on est arrivé, on était accompagné de Nesrine Daoudi, qui est une ancienne joueuse foot professionnelle, qui était en équipe de France, dans l'équipe marocaine, qui a joué à Toulouse, etc. Et elle était accompagnée avec nous. Et quand on a commencé à distribuer les ballons, les filles, elles ont commencé à faire la tête, et puis il y en a quelques-unes qui ont commencé à pleurer. Quand on a regardé, on leur a demandé qu'est-ce qui se passait. Elles n'étaient pas contentes d'avoir reçu autre chose que des ballons. Et on a corrigé immédiatement cet impair. Et on leur a toutes distribué des ballons. Et puis après, il y a un match de foot qui a pu s'organiser avec les filles, les garçons, etc. Donc, c'est-à-dire que même nous, des fois,
on est encore, Mais c'est bien de le reconnaître. on est encore contaminé par un petit peu, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas par ces vieux travers qui font que les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose, et que le foot c'est pour les garçons, etc. etc. Ouais. Mais il faut s'en rendre compte et il faut le corriger et aller de l'avant, parce que c'est vraiment vecteur. Et deuxième anecdote, pour revenir à ça, c'est que à chaque fois que je vais en mission sur le terrain et quand je discute avec les enfants, la dernière fois, deux petites Syriennes dans un camp de réfugiés au Liban, on a commencé à parler de foot, rapidement comme ça avec les enfants, et les filles sont venues voir, elles m'ont dit: tu connais Hakimi? Je lui ai dit: je ne le connais pas personnellement, mais vas-y. Et elle me dit: j'aimerais envoyer un message à Hakimi. En fait, deux petites nanas, deux petites filles de 8 et 12 ans qui connaissent Hakimi, qui sont au Liban dans un camp de réfugiés syriens. Donc comme quoi, le sport, ça fait rêver et ça fait... Mais tu as vu, il y a encore des relents de ce monde patriarcal. Ouais, Tu vois, exactement. mais c'est bien Ouais, mais d'avoir c'est- reconnu et d'avoir corrigé le tir. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Aurélien? Excuse-moi. Ouais, non, en fait, j'ai aussi retenu à un moment donné qui disait qu'effectivement, lui, dans son entourage, il y avait des femmes qui faisaient du sport, pas forcément en club et plus dans des clubs de fitness, etc. C'est vrai parce que pour nous, on réfléchit au sujet. En fait, il faut savoir que les besoins féminins, ils ne sont pas les mêmes que les hommes. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font du sport pour leur apparence, pour leur bien-être. Elles sont plus sur des sports créatifs comme de la danse, etc. Mais c'est aussi dû à, comme tu l'as dit, on va dire au patriarcat. Et effectivement, et donc là, on est en train de briser un peu ce sujet-là pour justement rééquilibrer les choses. Et effectivement, ça passe par de la visibilité. Et cette visibilité, on n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Fatia, Moi, je pense que la solution, déjà, c'est pas de faire des sections féminine, dédiée. féminines. Ouais, moi, je comprends qu'il y a des femmes qui veulent faire ça que entre femmes, mais je sais que moi, j'ai changé de club et je suis partie dans un nouveau club et on m'a dit: mais pourquoi t'es allée là-bas, c'est pas un club de filles? Moi, je cherchais pas un club de filles, je cherchais juste un bon club. Et je pense que faut pas forcément mettre les filles dans une case et de se dire oh, mais dans ce club de boxe, il y a une section 100% féminine. Oui, ça peut plaire à certaines, mais il y en a qui ont juste envie de s'entraîner avec les garçons, enfin, comme au foot, etc. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut différencier. Et surtout, je trouve ça très réducteur de dire que les femmes elles veulent faire du sport que pour leur apparence. Je pense que c'est... Non, c'est en fait. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, en mais gros, c'est déjà, réducteur. ça, c'est des études qu'effectivement, elles se dirigent plus vers ce type d'activité sportive. Et justement, qu'en gros, il faut briser ça. C'était Oui. dans ce sens-là, dans le sens où plus on visibilisera le fait que les femmes elles font de la boxe, qu'elles font du foot, etc., plus ça donnera aussi envie à des personnes qui ont envie de le faire. D'accéder à ces sports et pas de suivre le mouvement, quoi. Oui, bien sûr. C'est Après, ça je que je veux pense, dire. pour revenir sur la dernière question, sur les médias, aussi bien sur le côté paralympique ou même féminin, Sur la il visibilité, y a un l'impact, problème de ouais. visibilité qui fait qu'on ne se reconnaît pas forcément. Après, il faut être honnête, il faut être réaliste. Les marques, les médias, les chaînes, elles diffusent ce qui marche. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Et ça, c'est un fait. Et diffuser pour diffuser, ce n'est pas possible. C'est pour ça que des événements comme les Jeux Olympiques, c'est le moment de montrer un peu tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, bien sûr, les sports paralympiques sont mis de côté, mais il y a aussi plein d'autres sports. Je sais que la boxe, par exemple, au jeu, c'était pas diffusé. Ou quand c'était Ouais. diffusé, c'était diffusé en différé. On peut pas diffuser un match de boxe en Ou différé. sur la plateforme en ligne, il fallait Voilà, aller chercher, c'est c'était ça. une galère. C'était une galère. Donc il y a plein de choses qui sont à bosser, mais il faut être réaliste de se dire que c'est vrai, une fille qui fait de la boxe et un Tony Yoka qui met des KO, qui est un homme qui est musclé, c'est pas la même chose et il faut être réaliste sur ça. On l'a vu sur les Jeux paralympiques. France Télévisions avait vu que ça se déroulait en plus à Paris. Ils avaient mis le paquet sur le dispositif de diffusion et il n'y a pas eu malheureusement les audiences qu'on a eues sur les Jeux olympiques. Je prends aussi l'exemple du football féminin. Le football féminin a mis du temps aussi à trouver un diffuseur et on l'a vu aussi, les audiences malheureusement n'ont pas suivi. Est-ce qu'il y a un travail d'éducation de... Comment on améliore ça, justement? Parce que tu vois bien, c'est un cercle vicieux, comme tu le décris. Oui, Faut oui. que ça marche, pour que ça diffuse, pour que... Moi, je pense qu'on améliore ça sur plein de sujets. C'est-à-dire qu'il y a aussi le public qui doit aussi... voilà, qui doit jouer le jeu. Aujourd'hui, quand tu vois, on va dire, au niveau anglophone, la passion qu'il y a autour du sport,
elle est beaucoup plus prononcée. Et ce qui fait aussi que des équipes de volley, elles sont suivies, elles ont vraiment des supporters. Les familles, elles se déplacent avec vraiment les maillots de l'équipe, etc. Alors qu'ici, effectivement, pour avoir de l'engouement, effectivement, c'est vraiment l'élite qui a l'engouement. Donc il y a aussi ça. Et il y a aussi le fait comme tu disais, on parlait d'éducation à la racine, de donner plus de place au sport dès l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es sportif, quand tu es jeune, bah, en gros, tu fais ta grosse journée de 8h à 18h, tu rentres chez toi, il faut que tu repartes pour 20h à ton entraînement et qui finit à 22h, plus tes études, plus... voilà, donc en fait, tu as tout un schéma qui n'est pas du tout adapté en fait, à ta pratique sportive. Donc effectivement, ça passe par toutes les entités qui doivent s'améliorer et aller vers l'avant. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi le tennis aujourd'hui, on voit le tennis masculin et le tennis féminin, finalement, ils sont pratiquement logés à la même enseigne en télévision. Qu'est-ce qui fait que ce sport, il a réussi peut-être à fédérer? Je pense que ça dépend des sports. C'est pareil pour l'athlétisme. Enfin, je sais que moi, je suis partie au Stade de France. Et puis même en général, le 100 mètres femmes et le 100 mètres hommes, il y a du public pour les deux. Je pense que c'est des sports déjà qui vont être un peu plus spectaculaires, un peu plus faciles à regarder. Et après aussi, il ne faut pas être hypocrite. Moi-même, je suis une femme et je me bats pour mettre en lumière. Ça m'arrive de regarder le foot, mais je ne vais jamais regarder le foot féminin. Ça, c'est des choses qui... Je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, il y a des sports où on va être plus intéressé. Je ne sais pas, par exemple, le patinage, on va aller regarder plus les filles. Voilà, c'est des choses qui sont comme ça. Et après, pour moi, il ne faut pas être hypocrite, ça n'intéresse pas tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une ère où c'est numérique. Pourquoi le tennis? Bah, justement, pour répondre à ta question, Tarek, aujourd'hui, il y a plus de moyens financiers. C'est-à-dire que je pense que la base, elle est aussi autour des moyens financiers. C'est-à-dire que si demain, on va dire des dirigeants d'entreprise qui ont beaucoup d'argent, bah, effectivement, ils investissent plus dans le tennis parce qu'ils savent que, bah, en gros, c'est un peu aussi des castes sociales. Voilà, c'est un peu le reflet de la caste sociale. Quand tu vas faire du tennis ou quand tu vas faire du golf, c'est que potentiellement, tu as réussi un peu dans ta vie, etc. Donc, effectivement, derrière, les investissements autour du tennis, que ce soit féminin ou masculin, ils sont hyper importants. Alors que demain, aujourd'hui, des sports comme par exemple le basketball, c'est des sports qui viennent, on va dire, de la culture populaire. Donc effectivement, ça rassemble énormément de personnes et c'est les sportifs qui rassemblent énormément de personnes. Donc aujourd'hui, ces sportifs-là, bah, en gros, ils se sont faits via leur performance et donc du coup, bah, ça intéresse des investissements pour pouvoir développer ce type de sport. Et là, le problème, par exemple, sur le côté féminin, bah, c'est effectivement si on va dire les performances, elles ne sont pas au rendez-vous, bah, du coup, il y a moins d'investissement et moins de visibilité derrière parce qu'on veut pas, on investit pour gagner, quoi, tout simplement. Moi, je pense que le point commun dans les sports qui marchent dans les deux, je pense que c'est des compétitions qui sont simultanées. Si on regarde Roland-Garros, il y a les hommes et les femmes, l'athlétisme, il y a les hommes et les femmes, ça veut dire, on ne peut pas aller au stade et regarder que les hommes. Quand il y a les femmes qui passent, on regarde aussi. Et je pense que ça, après, je sais que par exemple pour le foot, ce n'est pas envisageable, ça ferait trop de matchs, etc. Mais je sais que ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup parce que pour être allé par exemple à la boxe, j'ai discuté avec des gens du public qui me disaient on est impressionnés, on ne connaissait pas du tout la boxe féminine, parce que ce n'est pas du tout les mêmes choses, c'est beaucoup plus. Les filles, on va dire, elles sont un peu plus combatives, etc. Et ils disent on ne serait jamais allé voir. Mais là, comme on est venu voir la boxe et qu'il y avait aussi ça, on a découvert. Et je pense que le tennis, l'athlétisme ou d'autres sports qui marchent bien dans les deux genres, c'est parce qu'il y a des compétitions qui sont conjointes et du coup qu'on force, entre guillemets, à regarder. On va avancer, les amis, dans notre débat. On va parler du sport dans ses valeurs d'égalité, dans la promotion des valeurs d'égalité. Selon vous, quel sport a le mieux réussi l'exercice de déconstruire les stéréotypes de genre, notamment On a dit que la boxe avait fait un chemin, mais pas assez. Quel sport un petit peu là et on peut prendre à titre d'exemple? Je dirais le foot. Le foot? Le foot, parce que si on fait un parallèle, même si on n'est pas d'accord, mais moi, ce qui me paraît intéressant dans le foot, c'est que finalement, le foot, par qui il est porté? Quand on s'intéresse un peu aux instances, finalement, il est porté par le foot
amateurs, Mhm. toutes les fédérations, qui font que ça finance la Fédération française de football, etc. À travers qui? À travers les licenciés. Ça veut dire que j'ai l'impression que c'est l'importance de nombre de personnes qui sont dans les petits clubs en France qui font que finalement, ça devient un sport qui est aujourd'hui comparable aux arènes de l'époque quand il y avait les combats de gladiateurs ou autres. Et j'ai l'impression que c'est ce sport qui a peut-être aujourd'hui raflé un petit peu la mise. Et je pense que derrière, il y a peut-être le basket. Ouais, le basket aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport qui vient de la culture populaire, qui peut être joué dans les quartiers, etc. Et donc, il y a une vraie culture autour du basket qui est au-delà du terrain, qui est corrélée avec la musique, voilà, le rap, voilà, c'est corrélé à plein Le monde d'autres de univers. l'urbain, etc. Voilà, C'est global. voilà, c'est global et qui fait que, effectivement, je trouve que c'est un sport qui démocratise et qui inclut vraiment tout le monde, Et qui est facile à comprendre. voilà, qui est facile à Comme comprendre. moi, par exemple, le judo, j'ai regardé, je comprends rien. Et c'est pas forcément expliqué, alors qu'un sport comme le basket, il faut mettre la balle dans le panier, on crie, enfin, c'est simple. Et je suis partie au basket féminin, la salle, elle était pleine, et les joueuses, elles étaient en place. Ah oui, oui. Et elles jouaient aux États-Unis, en Argentine, etc. Et des sports comme ça, je pense les sports co. Les sports co, ils ont un coup d'avance sur les sports qui sont un peu plus individuels en manière d'égalité. Tarek parlait du rôle des clubs. On peut dire que c'est la même chose dans le basket, dans la boxe. Ouais. Leur rôle important dans justement la promotion de ces valeurs d'égalité. Bah, en gros, oui, ils ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, comme tout est centralisé et que, comme on le dit, il y a très peu de moyens dans les Mhm. clubs, voilà, et que effectivement, et en fait, les clubs, c'est pas des vrais centres de profit. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas dans une logique business qui fait que en gros, si, en tout cas au niveau championnat de France, etc. Mais dans les petits clubs, voilà, ils ont C'est très la peu de passion moyens. avant. Voilà, Ouais, c'est la c'est ça. passion avant tout, c'est beaucoup de bénévolat, etc. Avec peu de moyens. Avec très peu de moyens. Voilà, donc en gros, ils ont des difficultés en fait à faire passer tous ces messages-là et gérer tous les sujets. En fait, gérer tous les sujets. Donc ça passe aussi par les instances, les grosses instances où il faut qu'ils réfléchissent à comment mieux accompagner justement les petites structures. Mais effectivement, ça passe par eux, mais avec une aide des grandes instances, des fédérations, De de l'État. l'Agence Oui. nationale du sport, des choses comme ça, de l'État. Il faut remarquer aussi que souvent, les plus grosses pépites, les plus gros talents, ils viennent de petits clubs. Mhm. Et parce que c'est ce savoir-faire, ce goût de mettre la main à la pâte qui se perd en fait après quand on monte, quand on gravit les échelons. Les coachs, ils sont passionnés, ils sont là parce qu'ils ont envie. Ils vivent, je sais que par exemple dans la boxe, des fois il y a des vidéos qui tournent où les coachs ils sont dans le coin et ils sont là, ils miment, ils sont à fond. Et je trouve que plus on arrive au haut niveau et plus ça se perd. Où on va être avec des coachs qui vont être là parce qu'ils sont payés, comme un prof en fait, où il n'y a plus la passion. Anecdote toute bête, tu vois, avant qu'on se rejoigne là tous pour faire cette émission, pour faire cet épisode de Live Talk, en bas de chez moi, j'ai une salle de boxe avec Toufik, un coach qui est passionné. Ce matin, il avait les baby box, comme il C'est les la salle appelle. du temps. La salle du temps, exactement. Et Toufik, son samedi matin, il avait une aussi grande détermination qu'avec ses champions, parce que c'est un passionné avant tout. Et c'est ce qui manque. Et les clubs, on parlait du manque de moyens. Moi, je rappelle très souvent qu'en 2017, la France a baissé les contrats aidés qui étaient essentiels pour les clubs, notamment pour les éducateurs et pour faire vivre justement cette passion avec les gamins. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus là, en vrai, si on a la passion, pas trop de moyens, pour continuer justement de préserver ces valeurs-là? Moi, je pense qu'il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et je voulais vraiment, tout à l'heure, tu m'as servi l'exemple des coachs. Vraiment, déjà, je voudrais remercier tous les coachs de France, et de Navarre et de tous les autres pays qui s'occupent de ces jeunes, qui sont derrière eux et qui les portent. Et justement, il n'y a pas ce problème de discrimination, que ce soit racial, que ce soit religieux, que ce soit ce problème de hijab, de ceci, de cela. Parce que dans les salles de boxe, là où il y a des gants, ça sent la sueur, il y a des sacs de boxe, etc., tout le monde est vraiment allongé à la même enseigne. Et une des victoires, je pense, et pourquoi aussi les jeunes ils s'engagent dans le sport, c'est qu'il n'y a pas ces considérations à ce niveau-là. Et ces considérations, elles sont là-haut, en fait. Et c'est là-haut, quand le coup de projecteur il vient s'installer sur un sport, c'est là qu'on vient dire non, toi tu peux pas parce que toi tu as un hijab, toi tu peux pas parce que ceci, parce que cela. Mais je pense qu'il faut rien lâcher, et il faut encourager, il faut porter tous ces coachs
qui jour après jour, et je parle de la boxe, c'est tard le soir. Je vois les entraînements qui se finissent à 23h. S'il y a C'est plus- vraiment des non. il y a il y a que la passion pour faire vivre quelque chose comme ça, en fait. Ouais, c'est un sacrifice. Est-ce que c'est pas triste qu'on parle en réalité des clubs que quand il y a la réussite des grands champions? Je prends par exemple Tony Yoka. On a parlé de Chanteloup-les-Vignes qu'au moment où Tony Yoka a eu sa médaille olympique. Oui, Alors qu'en réalité, c'est ceux qui font le plus gros du travail. c'est ça qui est le problème en équipe de France, c'est que en fait, c'est les coachs de l'équipe de France qui tirent les lauriers alors que c'est pas eux qui nous ont formés. Ils nous voient une partie du temps. Après, oui, plus le niveau est, plus on est avec eux. Mais en fait, il n'y a pas la reconnaissance de ces clubs et il n'y a pas aussi les mairies, aussi les collectivités. Elles jouent pas forcément le jeu. Moi, je sais que j'étais à Rosny-sous-Bois. Je faisais des compétitions, j'ai ramené des médailles de championne d'Europe. Je voyageais à travers le monde. Mon coach, il remuait ciel et terre pour organiser des tournois internationaux où il y avait d'autres équipes. Il y a des t-shirts avec écrit Noblard de Rosny en Irlande, en Angleterre, etc. En fait, ils ne jouent pas le jeu. Et du coup, c'est au club, en plus de tout le travail qu'ils font, d'aller chercher des sponsors, des petits commerçants, etc., qui vont donner un petit peu. Et je pense que c'est aussi peut-être le fait que ce soit aussi dur, que du coup, ça fasse des athlètes qui soient aussi combatifs, qui lâchent pas, parce qu'ils en ont payé le prix, on va dire, pour en arriver là. Mais c'est vrai que c'est triste que les clubs ne soient pas assez valorisés. Enfin, même quand on a une médaille, qu'on est félicité, c'est la France qu'on représente. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait la ville aussi de dire je viens d'ici, je viens de ma petite ville dans le 93. Vous la connaissez pas, mais il y a pas mal de champions qui sortent d'ici. C'est vrai que le digital permet maintenant de mettre en avant justement des petits clubs. Je pense que c'est aussi par là que les clubs ils doivent aussi essayer de se mettre en avant. Voilà, je pense que le digital elle permet vraiment à tout le monde de mettre un peu de la lumière, en tout cas sur ce qu'ils mettent en place et la valeur qu'ils apportent. Voilà, c'est aussi une des solutions voilà, dans les inégalités pour essayer de se développer. Ouais. On arrive donc à la fin de cet épisode du Live Talk. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir participé à cette émission. Est-ce qu'il y a une actu particulière, Aurélien? Écoute, l'actu, là, c'est qu'on va relancer une nouvelle version de notre application. Ok, Donc, voilà, pour rester connecté. Voilà, rester connecté sur nos réseaux sociaux, Bolen Connect, BA2LN Connect. De toute façon, il y aura tous les liens dans Voilà, la description. Non, moi, il n'y a pas particulièrement d'actualité. Je suis juste là pour donner et partager. Mais tu restes actif. J'ai vu que tu étais allé notamment dans une prison pour faire une initiation à Ouais, la boxe. C'est ça, je fais beaucoup d'animations dans les écoles, dans les prisons, pour vraiment sensibiliser un maximum sur... on peut venir du 93 et réussir. C'est bien. T'as vu la modestie? Elle n'a pas d'actualité, mais elle en a une grosse actualité. Et c'est la plus belle des Clairement. actus. Désolé les gars. Tarek, Écoute, ce live, nous, toujours, on continue à être présents dans 25 pays dans le monde. Afrique, Moyen-Orient, on est présent à Gaza. Là, il y a l'hiver, il y a les opérations grand froid, etc. Donc, continuez à soutenir toutes les actions de live qu'on mène aux quatre coins du monde. n'hésitez pas, vous avez encore une fois tous les liens dans la description. On arrive donc à la fin. On aura essayé d'aborder tous les enjeux essentiels de l'inclusion sociale par le sport. C'était le but de cet épisode. On a montré qu'il y a des progrès qui ont été réalisés, mais que malheureusement, il reste encore beaucoup de chemin pour une réelle égalité des chances. On a mis en lumière les défis persistants, qui soient liés aux stéréotypes, aux barrières culturelles, aux obstacles aussi financiers et économiques, aussi aux obstacles physiques qui continuent de freiner les populations pour la pratique sportive. On continue de dire que l'inclusion par le sport est essentielle, non seulement pour la cohésion sociale, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi pour le bien-être de chaque individu. On rappelle aussi que les bienfaits de l'inclusion sportive vont bien au-delà des personnes concernées. Ils profitent à chacun dans notre société. En tout cas, c'est la vision que l'on porte ici dans Live Talk. Et on reste aussi persuadé qu'en rendant le sport accessible à tous, on continuera de bâtir un avenir plus équitable où chacun a la possibilité de s'épanouir. C'est notre espoir et notre ambition. Les amis, prenez soin de vous. Avant le prochain épisode de Live Talk, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et comme j'aime le rappeler à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À très vite.